Vous êtes-vous déjà demandé quel voyage accomplit un bouquet de lavande, depuis le flanc ensoleillé de la Provence jusqu'à ce petit flacon brillant posé sur votre commode? Derrière chaque vaporisation parfumée se cachent des hectares de fleurs, une chorégraphie de machines, une science à l'ancienne et un odorat affûté à l'extrême. Le marché du parfum pèse plus de 40 milliards de dollars par an et, pour conquérir des nez disséminés aux quatre coins du monde, l'industrie produit des milliards d'unités. Pourtant, l'essence d'un parfum naît toujours au rythme des saisons et de la patience humaine dans les champs. Commençons par la matière première. Aux alentours de Grasse, la capitale mondiale du parfum depuis 1724, s'étendent des collines violettes qui, au coucher du soleil, semblent des prairies au néon. Là, la lavande ne se contente pas de colorer le paysage. Elle parfume l'air comme un immense diffuseur. Mais pour maintenir cette carte postale vivante, il faut un travail de fourmi. Entre mai et septembre, les agriculteurs mènent une bataille silencieuse contre les mauvaises herbes qui s'accrochent aux tiges et volent l'eau et les nutriments. Un tracteur équipé d'un désherbeur à vapeur soulève légèrement la plante et projette des jets de vapeur bouillante à sa base. Ainsi, on élimine les herbes indésirables sans recourir aux produits chimiques, un détail fondamental pour préserver la pureté aromatique. Lorsque les pétales prennent une teinte pourpre tirant sur le bleu, presque grisâtre, c'est le signe que l'huile est prête à dévoiler son éclat. Le producteur le vérifie en écrasant quelques pétales entre les doigts. Si le cœur brille, c'est le moment de la récolte. Cette fenêtre dorée ne dure que 3 semaines et la cueillette s'effectue à l'aube quand la fleur est bien réveillée et gorgée d'essence. Entre alors en scène une moissonneuse digne d'un transformeur agricole. Elle redresse les arbustes, coupe des tiges de 15 cm grâce à des lames oscillantes, puis dépose le précieux butin parfumé sur des tapis roulants qui s'avancent parallèlement au camion. En l'espace de quelques heures, une colline entière change de visage et une atmosphère chargée de notes florales s'élève jusque sur la route. Le voyage ne s'arrête pas là. La montagne aromatique est transportée directement à la distillerie, un hangar métallique où l'odeur est si concentrée qu'on croirait respirer du parfum pur. Les portes s'ouvrent et les opérateurs remplissent un alambic en acier inoxydable de 5 tonnes de tiges compactées. Moins d'air, meilleur rendement, puis ferment le tout à l'aide de brides capables de résister à des températures infernales. Une chaudière externe alimentée par de l'huile thermique fait bouillir de l'eau et envoie de la vapeur basse pression par la partie inférieure. Pendant 15 minutes, la vapeur monte lentement, chauffe les pétales et fait éclater les glandes contenant l'essence. 30 minutes plus tard, la lavande sue littéralement de l'huile qui se mêle à la vapeur et forme une brume exquise. Cette vapeur passe ensuite dans un serpentin de condensation. Au contact des parois froides du tube, elle se transforme en eau et en huile. L'huile, étant plus légère, flotte à la surface. Elle se sépare peu à peu et s'extrait goutte à goutte dans un récipient à part. Il faut 5 tonnes de fleurs fraîches pour obtenir seulement 50 kg d'huile essentielle, tant ce précieux jus est concentré. Vient alors la phase de maturation. Tout comme un single malt, l'huile a besoin de repos. Elle est entreposée dans des fûts en acier enduits de résine, à l'abri de la lumière et à température constante pendant plusieurs mois. Là, elle perd ses notes végétales crues et gagne en profondeur. Lorsque le nez expert donne son feu vert, un rituel qui consiste à sentir, agiter, patienter puis renifler à nouveau, l'huile cesse d'être un simple distillat et rejoint la bibliothèque olfactive du laboratoire. Ce répertoire peut contenir plus de 5000 essences, agrumes, bois, épices, résines, fruits exotiques et même des notes aussi insolites que pain tout juste sorti du four ou pierre mouillée après la pluie. Dans le laboratoire, l'ambiance évoque un studio d'enregistrement, rangé de flacons au lieu de micros et un parfumeur qui orchestre des molécules invisibles. Chaque huile est pesée sur des balances capables de détecter une différence d'1 milligramme. La formule, gardée comme un secret d'État, mélange jusqu'à 50 ingrédients dans des proportions apparemment capricieuses, mais qui obéissent à une logique olfactive précise. Notes de tête, de cœur et de fond, comme des couplets dans une chanson. L'alcool éthylique, à 96%, joue le rôle de vecteur et d'amplificateur. Il s'évapore au contact de la peau et libère les molécules dans l'air. C'est pourquoi on se parfume aux poignets et au cou, là où bat le pouls. La chaleur corporelle agit comme une mini-turbine diffuseuse. Le contrôle de qualité est chirurgical. Avant qu'un lot ne passe à l'étape suivante, il subit une chromatographie en phase gazeuse, une technique qui dessine l'empreinte digitale de la fragrance avec une précision au nanogramme près. Si une impureté ou un agent altérant apparaît, l'alarme retentit et tout le réservoir est mis au rebut.
Les matières premières sont extrêmement onéreuses. Certaines huiles de fleurs d'oranger de Tunisie ou de racines d'iris de Toscane peuvent dépasser 2000 $ le kilo. L'erreur n'est pas envisageable. Puis interviennent des panels de nez entraînés, des professionnels aptes à reconnaître 3000 odeurs, qui examinent des échantillons au hasard. Un tour de poignet, une inspiration, une expiration, prise de notes, ajustement de la formule si nécessaire. Pendant ce temps, parlons du flacon, protagoniste silencieux. Les bouteilles naissent de sable de silice, de carbonate de sodium et de calcaire fondus dans des fours à 1500 degrés. Le verre en fusion, orange comme de la lave, est versé dans des moules sculptant des courbes séduisantes, des bases épaisses et des cols élancés. Un four de recuisson refroidit ensuite le verre progressivement pour renforcer sa structure. Robots et artisans polissent les bords, suppriment les bavures et laissent une surface lisse comme un miroir. Certains flacons reçoivent un laquage métallisé, d'autres un gravage laser. Chaque forme raconte une histoire avant même que le bouchon ne soit ôté. Dans la zone de remplissage, l'atmosphère rappelle celle d'une salle d'opération. Des filtres HEPA maintiennent l'air exempt de poussière et la pression positive empêche toute contamination. Le concentré aromatique est dilué dans davantage d'alcool jusqu'à obtenir la famille souhaitée. Parfum, 20% d'essence, eau de parfum, 15%, eau de toilette, 8% ou eau de Cologne, 4%. Pour les femmes, on maintient généralement environ 65% d'alcool. Pour les hommes, la proportion peut grimper à 95%. Les flacons défilent sur des tapis roulants sous une série de buses robotisées qui les remplissent sans perdre une seule goutte. Un pulvérisateur coiffe chaque flacon et un laser grave le code de l'eau, indispensable au suivi en cas de problème ultérieur. Mais le trésor n'est pas encore habillé. Les bouteilles s'alignent pour la cérémonie de l'étiquetage. Papier texturé, relief sérigraphié, détails dorés et parfois un fil métallique ou un seau de cire évoquant les anciens cachets. Tout est fait à la main dans des ateliers de haute couture. Parallèlement se monte le packaging secondaire. Boîte rigide à aimant caché, insert en velours ou en mousse, impression irisée. L'apparence compte presque autant que le contenu. On dit que l'œil achète avant le nez. Avant de quitter l'usine, chaque lot doit satisfaire aux normes internationales. L'Union européenne exige de lister les allergènes potentiels et d'approuver des tests de phototoxicité. Aux États-Unis, la FDA veille à la conformité de l'étiquetage et classe la fragrance comme cosmétique inflammable, ce qui impose un transport sous pictogramme de matières dangereuses. Des capteurs spéciaux mesurent la quantité de composés organiques volatiles pour ne pas dépasser les seuils environnementaux. Toute cette paperasserie se traduit par des codes QR et des certificats qui accompagnent chaque boîte. Une fois les derniers contrôles, densité, couleur, stabilité sous UV réussis, les palettes sont acheminées vers des entrepôts climatisés entre 15 et 20 degrés Celsius. De là, elles partent vers les boutiques de Tokyo, les duty-free de Dubaï, les parfumeries de l'avenue Santa Fe et les sites en ligne promettant une livraison en 24 heures. Le flacon peut peser 200 grammes, mais il porte l'empreinte de chaque main qui l'a touché. L'agriculteur ayant transpiré sous le soleil provençal, l'opérateur ayant réglé la vanne de la chaudière, la chimiste ayant calibré la chromatographie et la designer ayant affiné la courbure du verre. Au terme de ce périple, quelqu'un appuie sur l'atomiseur et, sans le savoir, active une machine à voyager dans le temps portative. Un parfum n'est pas qu'une odeur, c'est un déclencheur de mémoire. Il peut vous transporter en 2 secondes dans la cuisine de votre grand-mère, à bord d'un train ou au cœur d'une romance estivale. Voilà pourquoi les grandes maisons investissent des fortunes tant dans les matières premières naturelles que dans les molécules synthétiques capables de recréer des accords de pluie électrique, de bibliothèques anciennes ou de peaux fraîchement lavées. Ce sont des émotions en bouteille, prêtes à exploser. C'est ainsi que se fabriquent les parfums les plus onéreux de la planète, avec une science rigoureuse, une touche d'art et une obsession quasi religieuse du détail. La prochaine fois que vous percevez une fragrance nouvelle, souvenez-vous que derrière cette goutte se cachent des champs pourpres, de la vapeur, de l'acier inoxydable, de l'alcool distillé et toute une orchestra de nez affûtés travaillant pour éveiller votre mémoire olfactive au premier souffle.